Sophie Taillé-Polion, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sénatrice du beau Val-de-Marne où il y a Absolument. du soleil et vous êtes membre au Sénat du groupe écologiste Solidarité Territoire. Vous êtes aussi dirigeante de Génération.s, le mouvement de Benoît Hamon qui l'a quitté mais qui l'a incarné à la présidentielle 2017. Le gouvernement veut faire voter la prolongation du pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Est-ce qu'au Sénat, vous voterez cette prolongation ? Mais écoutez, je n'ai pas voté le pass sanitaire, je me suis exprimée contre parce qu'il me semblait que c'était une mesure extrêmement liberticide. Pour autant, j'étais favorable à la vaccination obligatoire organisée par la sécurité sociale, de manière à aller vraiment toucher les personnes les plus vulnérables, à aller toucher de manière équitable, égalitaire, tous les quartiers de toutes les villes, tous les villages de France. Mais pour ce qui est le pass sanitaire, je trouvais que c'est une intrusion vraiment dans la vie quotidienne des Françaises et des Français qui est quand même très très compliquée. C'était aussi une manière de le dire. Donc, vaccinez-vous pour vous simplifier la vie. Autant dire vaccinez-vous et pas faire cette obligation vaccinale qui n'en est pas une, tout en étant une. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas comme ça qu'il fallait agir. Aujourd'hui, on voit un pass vaccinaire qui va empêcher des jeunes, des adolescents de pratiquer un sport, alors que c'est extrêmement important, essentiel pour leur santé. Il entre en vigueur aujourd'hui, ce pass pour les absolument, adolescents. Vous souhaitez des dérogations pour le sport, la musique, le parascolaire ? Écoutez, il me semble que, au vu des éléments bénéfices-risques pour les adolescents de la vaccination et de l'importance de la pratique du sport à cet âge, oui, moi je ne comprends pas cette mesure, alors même qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour aller vers les publics qui, eux, ont un bénéfice-risque très important avec la vaccination, notamment les 3 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées et qui pour autant risquent très gros si jamais ils contractent cette maladie. Donc pour ce qui concerne le pass sanitaire et son extension, évidemment, il y a là un problème majeur parce que on en vient à remettre en cause nos libertés et là à s'octroyer pour le gouvernement 10 mois parce qu'il y a une vacance parlementaire. Enfin, je veux dire. Enfin là, on comprend la logique du gouvernement. Le Parlement ne va pas siéger à cause de la présidentielle, donc on va jusqu'en juillet. Et puis, il faut que cet outil du pass soit dans la boîte à outils en cas de 5e vague. C'est son raisonnement. Écoutez, moi je trouve qu'on devrait mettre plus de moyens, si vous voulez, pour aller faire en sorte que cette vaccination touche les publics les plus éloignés. Il y a quand même encore des gens qui sont pas si hostiles à se faire vacciner, mais sont loin, pour qui c'est pas pratique, etc. Je pense que c'est cela qu'il faut faire, vraiment. Et vous savez, la colère qui est suscitée, l'incompréhension majeure par toutes ces injonctions paradoxales. Vous avez le droit de pas vous vacciner, mais en fait non. C'est pas ça qui va nous permettre de résoudre les problèmes de la France, et je pense notamment de la cohésion sociale. Alors, un problème pour beaucoup de Français, c'est le prix du gaz qui est en augmentation permanente. Jean Castex doit annoncer ce soir des mesures pour limiter l'impact de ces hausses. Qu'attendez-vous de lui et que propose Génération.s ? Alors, nous attendons effectivement que la question du pouvoir d'achat soit traitée. Mais pas forcément par à-coup et par petit chèque par-ci, petit chèque par-là. Nous prenons une augmentation des salaires. Notamment, le gouvernement aurait dû prendre ses responsabilités et augmenter le SMIC. Madame Borne a appelé chaque branche à négocier. Ce n'est pas responsable. Si effectivement on considère qu'il faut une augmentation des salaires et des bas salaires, eh bien il faut augmenter le SMIC et opérer un dégel du point d'indice pour les fonctionnaires, puisque les fonctionnaires ont beaucoup perdu pour les catégories les plus basses, c'est le plus compliqué, ont beaucoup perdu de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je considère qu'il faut baisser la TVA sur les produits de première nécessité. D'ailleurs, dans l'alimentation, c'est le cas. Mais je crois que l'électricité, le gaz, c'est le cas aussi. Et puis, bien entendu, ce qu'on peut observer, l'analyse que nous faisons à Génération et au-delà dans le pôle écologiste, c'est que on nous promettait par la concurrence, la mise en concurrence du secteur de l'énergie, que le consommateur serait le grand gagnant, on observe exactement l'inverse. Les prix ont augmenté de 50% depuis 2007. Il y a aussi des raisons géopolitiques. C'est la pression de Poutine qui fait monter le gaz. Bien sûr qu'il y a des raisons géopolitiques et bien sûr que nous ne sommes pas maîtres en France de l'évolution des marchés du prix de l'énergie et du gaz, bien évidemment. Alors, face à cela, c'est pour ça que l'État peut agir, soit en bloquant les prix, en baissant la TVA de manière beaucoup plus large que uniquement un chèque par-ci, par-là, parce que les ménages, ils restent en attente, ils disent comment je ferai demain, si je peux régler la facture aujourd'hui, mais peut-être pas que demain. Bon. Donc, c'est aussi sur cela et qu'il faut agir. Mais il faut mettre en place une vaste politique d'économie d'énergie qui ne va pas assez loin aujourd'hui
pour baisser les besoins en énergie aujourd'hui dans notre pays. Et pour les ménages principalement, c'est effectivement les rénovations énergétiques, aller beaucoup plus loin. Et MaPrimeRénov' sera augmentée certes en termes de capacité, mais il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la façon dont MaPrimeRénov' se met en place, notamment pour les ménages les plus modestes. Alors, vous êtes, avec Génération.s, vous vous êtes inscrit dans la primaire organisée par les Verts. Vous avez soutenu Yannick Jadot. Il a gagné. Alors, nous n'avons pas soutenu Yannick Jadot. Génération.s, en tant qu'organisateur, nous sommes restés neutres. Mais vous n'aviez pas de candidat à vous. Voilà. Parmi les militants et militantes de Génération, il y en avait dans chacune des équipes. Ils ont été au cœur de chacune des équipes, notamment d'Éric Piolle, notamment de Sandrine Rousseau et aussi de Yannick Jadot. Mais justement, Sandrine Rousseau demande aujourd'hui que certaines de ses propositions soient reprises claires et nettes par Yannick Jadot. Elle conditionne même son soutien à cette négociation de programme. Elle a raison, vous la soutenez ? Alors, qu'elle conditionne son soutien non, parce qu'il y avait une condition très claire à la participation à la primaire qui était que on devait soutenir le sortant. Mais je ne doute pas que tout ça va s'arranger. Après, il est évident que un certain nombre de propositions qu'elle a portées, un certain nombre d'alertes, notamment sur la question des discriminations, de l'égalité femmes-hommes et de propositions, pas seulement d'alertes, mais aussi de propositions, doivent être présentes dans le discours, dans les propositions de Yannick Jadot. Pour qu'il améliore sa copie sur ces points-là. On a toujours à s'améliorer. Je crois qu'il a déjà intégré notamment une proposition d'Éric Piolle sur l'impôt sur la fortune climatique. Il va intégrer des propositions évidemment de Sandrine Rousseau. Mais nous avons de toute manière, et cela a été beaucoup dit, et je crois que l'exercice de la primaire pousse à la différenciation, mais il y a un socle commun très fort au sein de l'écologie politique, une cohérence très forte. Il faut que Yannick Jadot soit peut-être plus présent sur les questions sociales. Là, aujourd'hui, il fait un déplacement dans une usine de photovoltaïque qui risque de fermer. Il en appelle à l'implication de l'État pour sauver le tissu industriel, pour sauver les emplois. Ça, c'est des choses que Yannick Jadot a su cultiver, a su faire émerger dans son discours, aussi par l'apport du débat de la primaire. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'il doit également intégrer plus fort, et je compte sur lui pour le faire, je crois qu'il va le faire. Il démarre assez haut dans les sondages, plus haut que tous les candidats écologistes des élections précédentes, mais pour gagner, il faudra rassembler au-delà. Est-ce que vous souhaitez l'ouverture de négociations, en tout cas un rapprochement entre Yannick Jadot et Anne Hidalgo, la probable candidate du Parti socialiste, parti que Génération.s a quitté? Alors, Génération.s, certains d'entre nous, moi y compris, on a quitté effectivement le Parti socialiste. Mais Génération, c'est aussi beaucoup de gens qui sont venus à la politique et qui y sont restés par les propositions... Par les propositions novatrices de Benoît Hamon. Mais sur votre question... Sur votre question, nous considérons qu'effectivement, il faut que l'écologie rassemble la gauche, que la nouvelle dynamique qui peut se créer, l'alternative qui vraiment change la donne, c'est autour de l'écologie politique qu'elle doit se faire. Parce que les questions climatiques ont émergé avec une telle force et que ce n'est pas seulement de rajouter un petit peu d'écologie dans un programme qui compte, mais c'est vraiment d'en faire la matrice des choses. La matrice des choses, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement, de transition écologique sans un changement profond de système, un changement profond de système qui soit vraiment tourné vers l'égalité et la justice sociale. C'est vraiment ça l'enjeu, et je crois que seule l'écologie peut porter ce discours nouveau qui peut régénérer la gauche. Et à gauche, du côté des socialistes, on comprend ce message quand vous le dites, que c'est le temps de l'écologie? Écoutez, moi quand je discute comme ça avec des sénateurs avec lesquels j'ai des échanges très posés, très amicaux, ils le reconnaissent bien sûr. Alors après, c'est vrai qu'il y a une tentation de se présenter à l'élection présidentielle parce qu'il faut en être. Mais je crois qu'il y a quand même chez beaucoup de militants et militantes socialistes la conviction qui est déjà là que c'est le temps de l'écologie qui est venu. Dans le débat sur l'immigration, le gouvernement déclenche la guerre des visas. Moins de visas pour les pays qui ne reprennent pas leurs ressortissants expulsés. Est-ce que vous approuvez cette tactique ? Non, parce que je trouve que là, on parle là en plus, selon les chiffres qu'on a, de 13 000 personnes en tout. 13 000 personnes, c'est quand même pas grand-chose. Mais c'est le symbole. Et donc, oui, mais alors justement, si vous voulez, c'est un symbole. Pourquoi ? Là, on est dans des relations diplomatiques avec des pays avec lesquels nous avons une histoire extrêmement forte. Et en fait, on voit bien que ce que le gouvernement cherche à faire, c'est quand même pas à régler cette question, puisqu'il s'agit de 13 000 personnes. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de la politique intérieure. Moi, je dis,
c'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie, c'est pas comme ça qu'on travaille les relations avec les pays avec lesquels nous avons par ailleurs une histoire profonde et importante. Voilà, donc je crois que c'est une erreur de poser les choses comme ça, et je pense qu'il faudrait répondre autrement au débat politique français. Autrement, ça peut être une politique des quotas, mais négociée avant avec les pays, en leur disant l'année prochaine, de votre pays, on prendra tant de ressortissants parce qu'on est capable de les intégrer. Mais qui sait combien on est capable d'intégrer de gens? Et puis, je veux dire, dans les visas qui sont demandés, il y a des visas pour raisons de santé, il y a des visas pour études, il y a des visas pour aller voir la famille. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Après, les gens ne viennent pas tous pour les mêmes raisons et ne souhaitent pas rester autant de temps chacun. Donc, on ne va pas commencer à dire c'est temps. La vraie question qui se pose à nous, je crois, c'est comment faire en sorte que nous puissions accueillir les personnes qui souhaitent venir dans notre pays, mais qui ont les capacités de travailler, de construire leur vie, qui ont envie de construire leur vie. Et l'autre problème, c'est comment on arrive à faire partir ceux qu'on a décidé d'expulser. On n'y arrive pas. Vous avez des solutions? Mais je crois qu'aujourd'hui, dans l'arsenal législatif, il y a beaucoup d'incohérences qui produisent des actes administratifs qui sont inapplicables. Mais par surenchère, on continue. Ça n'a aucun sens. Je vais vous donner un autre exemple sur la question de l'asile. Moi, j'étais à Montgenèvre, à la frontière italienne, là où arrivent des candidats à l'asile. Les policières qui sont là, morts de froid, il fait très froid la nuit à Montgenèvre, on est très haut dans la montagne, savent que de toute manière, ces migrants et ces migrantes finiront par passer. Mais c'est quand même la chasse à l'homme. Enfin, je veux dire, moi j'ai vu ça, la chasse à l'homme, il est là, des cris dans la montagne. La nuit, c'est terrifiant ce qu'on fait. Alors que les policières disent, de toute façon, on va les rejeter une fois, on va les rejeter 2 fois, on va les rejeter 3 fois. Qu'est-ce qu'on fait vivre à ces gens? Qu'est-ce qu'on fait vivre aussi à nos forces de l'ordre qui font un travail inutile et extrêmement difficile? Donc je pense qu'on ferait mieux de voir les choses d'une manière beaucoup plus humaine, mais aussi en mettant des moyens, mais des moyens qui sont au service du développement de la France. Parmi ces gens, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des réels projets, de construire leur vie et de construire leur vie avec nous. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Sophie Taillé-Polian.